Zone Europe sur Sensation. Enrique Iglesias. Gente de zona. Es mala amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene se me va. Hola y bienvenido à Madrid. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Radio Sensation et sur TV78, une émission enregistrée en Espagne. L'Espagne est membre de l'Union européenne depuis le 1er janvier 1986. Elle est aussi membre de la zone euro depuis le 1er janvier 1999. Et pour ce numéro spécial, nous sommes à Madrid, deuxième plus grande ville de l'Union européenne, derrière Berlin. La capitale espagnole est connue pour ses nombreux musées, un club de foot prestigieux, le Real, le Farniente et enfin ses éventails. Como el candor de una rosa. La France est le premier partenaire commercial de l'Espagne. J'ai rendez-vous avec Bertrand Barthélemy, le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie franco-espagnole, une institution à laquelle plus de 600 entreprises adhèrent. Zone Europe. Bonjour Bertrand Barthélemy. Bonjour monsieur. Cette institution qui est la CCI France-Espagne existe depuis la fin du 19e siècle. Quelles sont ses missions et ses principaux objectifs ? Alors la Chambre franco-espagnole a été créée en 1894. À l'origine, c'était une initiative qui a été lancée par des entrepreneurs français qui étaient présents en Espagne. La mission, clairement, a évolué sur la période. Donc maintenant, à l'heure actuelle, nous sommes une association qui regroupe un peu plus de 550 sociétés adhérentes. Et nous avons une double finalité. D'une part, nous sommes un club d'affaires, c'est-à-dire que nous animons cette communauté d'affaires. Et par ailleurs, nous sommes également un prestataire de services qui accompagne les entreprises françaises sur le marché espagnol et les entreprises espagnoles sur le marché français. Alors pour faire ce travail, nous sommes donc basés à Madrid où nous avons notre siège. Nous avons une équipe de 17 collaborateurs permanents et ce sont à peu près une centaine d'activités que nous proposons à nos adhérents tout au long de l'année sur des thématiques bien concrètes, en sachant qu'à chaque fois, nous cherchons à apporter des contenus, à apporter des échanges de bonnes pratiques pour que les entreprises apprennent les unes des autres et à promouvoir surtout les contacts entre elles pour qu'elles puissent se développer et développer comme ça un courant d'affaires. Donc la plupart de ces activités se développent au sein de commissions sectorielles. Nous avons à l'heure actuelle une dizaine de commissions sectorielles. Et en matière de services, nous accompagnons les entreprises françaises sur le marché espagnol dans toutes les phases de leur implantation en travaillant en collaboration avec la Team France Export. Et nous accompagnons également les entreprises espagnoles sur le marché français. Alors dans l'UE, on parle beaucoup du couple franco-allemand comme moteur économique. Qu'en est-il des relations économiques entre la France et l'Espagne ? Alors les relations économiques entre la France et l'Espagne sont très intenses, très longtemps. C'est, je pense, la chance qu'a une structure comme la nôtre d'être dans un pays où il y a finalement une très forte, la proximité de la France et donc une forte richesse des échanges. Nous avons identifié à peu près ici entre 1500 et 2000 filiales françaises et toutes ces entreprises contribuent à ce que la France soit le premier partenaire commercial de l'Espagne, c'est son premier client et son deuxième fournisseur, alors que l'Espagne pour sa part est le 5e client et le 4e fournisseur de la France. Vous accompagnez les entreprises françaises qui veulent s'implanter en Espagne, vous l'avez dit. Aujourd'hui, quelles sont les principales difficultés qu'elles peuvent rencontrer ? Alors bon, je ne voudrais pas faire peur aux entrepreneurs qui veulent venir ici. C'est clair qu'il existe des difficultés, mais il ne faut pas non plus mettre trop l'accent sur ces difficultés. Je pense que la principale peut être, d'une part, le fait qu'on n'ait pas réellement une unité de marché, puisqu'il y a des communautés autonomes. En Espagne, il y a 17 communautés autonomes et 2 villes autonomes qui sont l'équivalent de régions, je dirais, mais avec un pouvoir qui est beaucoup plus décentralisé. Et donc, en fait, vous pouvez avoir des législations locales, suivant les secteurs, qui peuvent impacter au moment du développement d'une entreprise, suivant le secteur dans lequel elle opère. Donc ça, c'est une première chose. Je pense que le deuxième élément qu'il faudrait considérer quand on veut aborder le marché espagnol, c'est que la proximité de la France
peut faire croire que c'est un marché de proximité qui est simple avec des similitudes culturelles, alors qu'en fait, il y a une dimension interculturelle de la négociation qu'il ne faut pas négliger et qui peut faire que des entreprises commettent des impairs si elles ne connaissent pas réellement la culture de l'autre pays. D'où l'intérêt de se faire accompagner par des interlocuteurs qui sont plus que, je dirais, bilingues, biculturels. Alors nous sommes à Madrid aujourd'hui, mais vous avez également d'autres délégations territoriales partout dans le pays. Est-ce qu'il y a d'autres communautés autonomes espagnoles qui peuvent être intéressantes du point de vue économique pour les entreprises françaises ? Oui, alors à l'occasion de notre 120e anniversaire, la Chambre a mené une réflexion sur son développement territorial. Nous avions une délégation historique à Valence, puisque la communauté valencienne est une des régions à fort potentiel en Espagne. Et suite à la réflexion qui a été menée et les opportunités que nous avons identifiées, nous nous sommes implantés dans les régions là où nous voyons le plus fort potentiel. Nous sommes par exemple en Andalousie, avec 2 délégations, une à Malaga et une à Séville. Nous sommes également au Pays Basque, avec une délégation à Bilbao, en Aragon, avec une délégation à Saragosse, en Castilla-Léon, avec une délégation à Valladolid, et puis ensuite nous sommes dans les îles, aux Baléares à Palma et aux Canaries à Tenerife. Et ce sont les communautés où nous avons identifié le plus fort potentiel. Enfin, pour finir, on est dans un contexte un peu compliqué, post-Covid. Est-ce que justement, c'est un bon moment pour se lancer, pour entreprendre en Espagne, ou au contraire, il faut attendre encore un petit peu ? Alors j'aurais tendance à dire que pour toute entreprise qui a un projet sérieux et qu'elle est bien préparée, c'est un bon moment pour entreprendre. Je dirais qu'au niveau de nos activités, c'est vrai que nous avons souffert de la pandémie, puisque nous vendons du réseau, du contact, et puis également donc, des mises en rapport d'entreprises et de pays. Avec la pandémie, tout cela s'est freiné très fortement, mais une activité que nous avons qui s'est maintenue et qui a progressé était celle justement d'aide à l'implantation, de domiciliation et de gestion administrative. Et on se rend compte que maintenant, on a beaucoup de demandes d'entreprises qui veulent s'implanter ici. Donc ça peut être soit des filiales, soit des Français qui viennent en Espagne et qui montent un établissement permanent ou qui montent une structure propre qu'on peut appeler un établissement de Français à l'étranger. Il y a ensuite le télétravail qui a fait aussi que beaucoup de Français viennent travailler depuis l'Espagne et ça puisse leur donner l'idée de créer un projet ici. Je voudrais les mettre en garde aussi sur le fait que être nomade digital, c'est très bien, mais que ça peut avoir un impact fiscal qu'il ne faut pas négliger et on incite les entreprises qui sont en situation à regarder de près la législation. Merci beaucoup Bertrand Barthélemy d'avoir été avec nous. Je vous en prie, un plaisir. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie franco-espagnole ici à Madrid. Parmi les musées madrilènes les plus célèbres, on retrouve le musée de la Reina Sofia ou encore le musée du Prado. Mais aujourd'hui, dans Zone Europe, nous allons vous faire découvrir la Casa Encendida. Nous avons tout de suite rendez-vous avec Lucia Casani, la directrice. Hola Lucia Casani. Hola, ¿qué tal? Première question, pourquoi ce lieu s'appelle la Maison Allumée? Quelle est la signification? Pues se llama la Casa Encendida. Ça s'appelle la Maison Allumée car c'est le nom d'un poème d'un poète espagnol des années 50 qui s'appelle Luis Rosales. En plus, c'est l'idée très belle d'un espace vivant rempli de gens. Une maison allumée, c'est un musée dans lequel des gens vivent et c'est un peu l'idée de ce lieu. Un espace dans lequel il se passe toujours quelque chose et rempli d'énergie. Quelles sont les différentes missions de la Casa Encendida? À quoi sert-elle? La Casa Encendida es un centro cultural y social de la Fundación Montemadrid. La Casa Encendida est un centre culturel et social de la Fondation Montemadrid. Nous sommes principalement concentrés sur la culture contemporaine pour comprendre le présent et répondre un peu aux différentes problématiques qui se produisent de nos jours. À travers 4 aires d'action que sont la culture, l'environnement, la solidarité et l'éducation. Et à partir de ces 4, missions, comme tu as dit, nous essayons de proposer des activités. Nous avons aussi ce que nous appelons un centre de ressources. Nous sommes un centre d'éducation non formel. D'abord, je voudrais parler des expositions. En ce moment, il y a une exposition qui s'appelle « Créatures vulnérables ». C'est une réflexion sur la récente pandémie. Quel est le message de cette exposition? Quel est le message de cette exposition? Bueno, en realidad la exposición Criaturas Vulnerables surge de una investigación de los comisarios que son... En réalité, l'exposition Créatures Vulnérables est née d'une enquête des commissaires Ivan López Muñera et Andrea Bagnato qui a débuté en 2018.
Il tente d'analyser les conséquences des virus et des pandémies et plus généralement l'histoire. Ils n'ont pas attendu qu'arrive le Covid-19 et de fait, c'est une exposition qui s'est vue complètement rattrapée par cette nouvelle pandémie. Mais ce n'est pas spécifiquement sur le Covid. Elle veut nous faire réfléchir comment les virus nous affectent tant, nous les humains comme les non-humains. Et nous devons commencer à pouvoir vivre avec eux de la meilleure manière possible. D'une autre manière, ils invitent aussi à retrouver le contact. Cette dernière pandémie, le choc que nous avons eu, nous a aussi isolés, séparés, et cette exposition est une manière de retrouver l'idée d'être à nouveau ensemble. D'alguna manera quiere recuperar esa idea de volver a estar juntos. Il y a aussi en ce moment une autre exposition intéressante. Elle s'appelle Inédit 2022. Cette année, c'est la 20e édition d'Inédit. C'est quoi le concept ? Inéditos es una convocatoria que llevamos Inédit, c'est un haciendo concours en que la nous Casa faisons Encendida ici, y à la desde Maison la Allumée, Fundación avec la Montemadrid Fondation desde el año Monte Madrid 2000, depuis l'année que está 2000, qui est dirigida a consacré aux jóvenes jeunes commissaires comisarios espagnols españoles o ou residentes en résidents en España Espagne menores de de moins de 35 35 ans. años. Nous ouvrons le concours Abrimos pour la que les jeunes convocatoria para commissaires nous présentent que leurs projets. Et en comisarios nos récompense, presenten nous sus produisons proyectos y el l'exposition premio et nous que la ganan présentons à la es Maison que Allumée pendant producimos su l'été. exposición y la presentamos en la Casa Encendida en los meses de verano. Et quels sont les deux projets gagnants cette année ? Los dos proyectos ganadores este año son dos comisarias. Les deux projets gagnants cette année sont deux projets féminins. Nouria Gomez-Gabriel, qui a présenté un projet qui s'appelle Les Méchants, qui à travers différentes œuvres d'artistes contemporains nous fait réfléchir sur l'idée du mal. Et comme certaines fois nous voyons l'idée du mal comme quelque chose qui est en dehors de nous, on comprend que non, c'est quelque chose que nous partageons tous. Et la deuxième exposition s'appelle Devenir une île de Enya Pomer-Claquel. C'est une réflexion sur l'idée d'île et d'archipel. C'est aussi l'idée d'un appel à être de nouveau ensemble, à comprendre les différentes relations et différentes questions qui peuvent se poser. Merci beaucoup, Muchas Lucia gracias. Cassani, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice du musée La Casa Encendida. L'Espagne, c'est la première destination Erasmus pour les étudiants français. Ils étaient en 2021 4267 à venir étudier ici et découvrir une nouvelle culture. J'ai tout de suite rendez-vous avec Alfonso Rentil, le directeur du service pour l'internationalisation de l'éducation. Zone Europe. Bonjour Alfonso Rentil. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Zone Europe. Bonjour, c'est un plaisir d'avoir avec vous aujourd'hui. Tout le monde connaît le programme Erasmus, mais c'est quoi Erasmus Plus et ses priorités ? Erasmus Plus est un programme qui s'adresse à tout le secteur éducatif, de l'éducation scolaire à l'éducation supérieure, mais aussi à l'éducation pour les adultes et les formations professionnelles. Et ce n'est pas seulement un programme de mobilité étudiante, mais aussi de professeurs et de professionnels. Il va plus loin. Le plus va plus loin que la mobilité. On souhaite améliorer les centres éducatifs et tous les bénéficiaires qui participent au programme. Les priorités pour la période 2021-2027 sont la digitalisation, la durabilité ou l'environnement, la participation et la vie démocratique et l'inclusion. Cette année, en 2022, nous célébrons les 35 ans du programme Erasmus et c'est l'année aussi de la jeunesse dans l'Union européenne. Tout cela a-t-il un impact sur les travaux du CEPIE ? Oui, nous réalisons des activités spécifiques pour célébrer ce 35e anniversaire avec chacun des secteurs et nous collaborons avec l'Agence de la jeunesse. En Espagne, elle s'appelle une Juve pour d'autres actions en rapport avec l'année de la jeunesse. Quels sont les derniers chiffres de participation des étudiants de l'éducation supérieure espagnole et quel est le pays qu'ils choisissent le plus en Europe ?
Les chiffres les plus actualisés que nous avons datent de 2019. C'est plus de 40 900 étudiants espagnols qui sont allés dans d'autres pays européens du programme Erasmus+. La première destination est l'Italie, après le Royaume-Uni, et la France est en troisième position, suivie de l'Allemagne et de la Pologne. Dans le sens inverse, l'Espagne est la première destination Erasmus pour les étudiants français. Comment expliquez-vous ce succès ? L'Espagne est même la première destination Erasmus en général. Dans le secteur de l'éducation supérieure, la majorité des pays européens choisissent l'Espagne, pas seulement les Français. Le succès des universités espagnoles se doit au fait qu'elles sont bien situées dans les classements. Pour ce qui est de la connaissance, nous sommes un pays leader dans le secteur de la recherche. Nous avons une grande qualité de vie. Nos universités sont situées dans les centres-villes. Nous avons aussi des campus aux abords des villes pour des raisons de confort. En conclusion, nous avons une offre aussi bien culturelle, gastronomique, de qualité de vie et surtout des universités de qualité, ce qui fait que nous sommes chaque fois plus attractifs. Pour finir, quels avantages a un jeune Espagnol quand il revient en Espagne après sa mobilité ? Il a une meilleure employabilité ? Les jeunes Européens qui participent au programme Erasmus+, en général, améliorent leurs compétences pour trouver un travail. Plus de 90% de ceux qui ont vécu une mobilité Erasmus trouvent un emploi dans l'année qui suit la fin de leurs études. Et 80% de ceux qui ont participé au programme nous disent, via l'enquête qu'a réalisée la Commission européenne, qu'ils ont amélioré leurs capacités pour parler comme pour comprendre les autres, parler d'autres langues. Ils peuvent donc trouver du travail plus facilement. Encontrar trabajo más fácilmente. Merci beaucoup, Alfonso Gentil. L'Espagne reçoit environ 48 000 étudiants en Erasmus chaque année, dont 9,8% de Français rencontrent avec certains d'entre eux. Alors, je m'appelle Audrey Gravine-Mercier, j'ai 20 ans. Alors, je m'appelle Thaïs, j'ai 20 ans et je suis en 3e année de langue, littérature et civilisation espagnole et je fais ma 3e année en Erasmus à Madrid. Pourquoi avoir fait une mobilité ? La principale motivation, c'était de perfectionner mon espagnol, de voyager aussi, de découvrir. J'ai toujours été attirée par l'Espagne, tout ce qu'on pouvait faire ici. Et j'ai découvert aussi que du coup, je pouvais apprendre bien plus que ça, une nouvelle culture, un nouveau mode de vie, beaucoup d'autres choses. Plus tard, je veux faire professeur d'espagnol, donc faire un Erasmus en Espagne, c'était quelque chose de un peu obligatoire. Pour moi, parce que je voulais m'améliorer, etc. Et la vie madrilène, c'est la vie quand on pense à la vie espagnole, c'est ça, c'est la capitale, etc. Donc... En quoi cette expérience va-t-elle vous servir ? Selon moi, c'est un plus dans l'enrichissement qu'on peut faire au niveau du travail. J'ai appris des nouvelles méthodes de travail, avec des nouvelles personnes, des nouveaux professeurs, mais qui sont tout autres que ce qu'on peut apprendre en France. Et aussi d'un point de vue donc, professionnel, mais aussi personnel, où personnellement, j'ai énormément grandi et évolué. C'est une autre autonomie qu'on acquiert. Donc, beaucoup de choses sur ces deux plans-là. La vie à Madrid va me servir pour connaître culturellement l'Espagne vraiment et pas rester dans des a priori ou des dires qu'on m'a fait plus tôt dans ma vie, etc. Quel est votre quotidien ? Une journée type à Madrid en tant qu'Erasmus, elles peuvent être assez chargées, mais parce que nous, on les remplit bien. On commence les cours plus ou moins, on fait nos propres emplois du temps, donc ça varie. Personnellement, je commençais plutôt vers 10h et je finissais vers 21h, mais j'avais des jours après de libre dans la semaine. Donc on va en cours, le midi on se retrouve avec nos amis, on va à la cafétéria, on a des heures de pause, on bosse ensemble. Et puis le soir, souvent, on avait des soirées de libre où on pouvait se rejoindre, faire plus des activités culturelles ou même sortir entre nous et aller boire un verre. On se lève, on va à l'université,
En général, on retrouve ses amis. Moi, je retrouve une amie tous les matins. On prend le métro ensemble, on va en cours ensemble. Et le soir, on rentre, on envoie des messages dans des groupes pour savoir qui veut aller sortir, prendre un verre, aller faire un pique-nique, etc. Et on rencontre du monde, que ce soit français, espagnol et toutes les nationalités. Que dire aux jeunes pour les convaincre de faire une mobilité ? Qu'il ne faut pas hésiter du tout. Vraiment, non, s'il y a bien une expérience à faire, c'est de partir. Moi, je suis partie 1 an, j'ai plus du tout envie de repartir, de quitter Madrid. Oui, non, ne vraiment pas hésiter et foncer parce que c'est une expérience vraiment incroyable. On rencontre des gens incroyables et qui, mine de rien, je pense, nous changent un peu pour tout le reste après de notre vie. S'ils ont la possibilité qu'ils y aillent, qu'ils n'aient pas peur de... Oui, non, s'ils doivent aller en Erasmus, il ne faut pas qu'ils aient peur s'ils en ont la possibilité, que ce soit pour la langue, que ce soit pour, je sais pas, n'importe quelle peur, qu'ils ont peur d'être autonomes. Non, il faut y aller, il faut foncer et c'est une expérience inoubliable et ils vont adorer. Como el candor de una rosa. Madrid est une ville incontournable en Europe. La capitale espagnole regorge de lieux culturels. Alice et Émilie sont 2 expatriées françaises qui ont lancé un blog, Vive Madrid. Nous avons rendez-vous avec elles. Zone Europe. Vive Madrid, c'est donc un blog qui existe maintenant depuis plus de 2 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie à toutes les deux de vous lancer dans ce projet ? Alors, on est arrivés toutes les deux à peu près en même temps, il y a 4 ans. On s'est rencontrés rapidement après notre arrivée et on avait un peu la même problématique, c'est qu'on était en reconversion. En fait, on avait quitté nos emplois à Paris pour suivi de conjoint, donc mobilité professionnelle à Madrid en famille. Enfin, on est venus en famille toutes les deux. On s'est rencontrés et Émilie avait déjà un projet de site internet et on s'est dit qu'on allait allier nos forces pour créer un projet un peu plus grand, un peu plus ambitieux pour faire partager aux expatriés et aux touristes qui viennent à Madrid toute notre aventure en fait. Après, il y avait aussi une problématique qu'on a rencontrée quand on est arrivé, c'est qu'on avait trouvé assez peu d'informations sur l'installation, faire tous ces papiers administratifs, etc. Parce que nous, on n'est pas arrivé dans le cadre d'une expatriation classique, professionnelle. Donc on a dû tout faire par nous-mêmes et c'était assez compliqué de trouver des informations mises à jour. Donc on s'était dit que déjà partager notre propre expérience pourrait peut-être aider d'autres Français qui allaient venir s'installer ici. Alors, ça fait 4 ans maintenant que vous vivez à Madrid, vous nous l'avez dit. Quelles sont les principales différences qu'il peut y avoir entre la vie ici à Madrid et la vie en France ? Vas-y. Alors en tant que famille, je pense qu'Émilie t'aura un peu la même remarque. En tant que famille avec des jeunes enfants, c'est vrai qu'on trouve que la vie elle est beaucoup plus facile, que l'ambiance est plus relaxe en fait quand on est avec des jeunes enfants, quand on se balade dans la rue, quand on va au resto, quand on va dans les musées. C'est vrai que ça, on a pu le noter, que les Espagnols étaient plus patients, étaient plus patients avec les enfants, plus relax. Ça, on a pu le noter. Après, c'est pas très loin, donc c'est assez similaire. Mais le rythme de vie, bien sûr, les horaires. Ouais, aussi les horaires. Donc ça, c'est vraiment typique de l'Espagne, c'est que l'heure du déjeuner est beaucoup plus tard, l'heure des repas sont décalées et ça, il faut s'y faire et on s'y fait petit à petit. Et encore, on a encore nos petites habitudes françaises de temps en temps. Après, si tu vois... Oui, t'as dit le principal. Ici, il y a quand même une bienveillance générale qui rend la vie quotidienne très très agréable en fait. La vie est douce et plutôt
bienveillante quoi, de manière générale. Et avec des familles et aussi sans être en famille aussi. Alors Vivre Madrid, c'est le nom de votre blog, je le rappelle. Vous proposez une série de bons plans pour les touristes français, les expatriés. Comment est-ce que vous faites pour trouver, dénicher tous ces bons plans? Comment est-ce que vous vous y prenez? Alors, quand on se balade, c'est vrai qu'on se dit on va aller dans telle exposition, voir tel musée. Donc, en général, on se balade autour dans Madrid. Et dans ce cas-là, on peut trouver par hasard des bonnes adresses de restaurants ou pour sortir ou des parcs. Et après, sinon aussi, on peut on peut faire des recherches un petit peu en amont pour savoir, par exemple, nous, il nous arrive souvent de travailler dans des cafés où on peut travailler. Et du coup, on essaye de chercher un petit peu en amont des bonnes adresses qui ont l'air sympas, on les teste et puis si c'est bien, on en parle et on partage les adresses. Oui, c'est ça, c'est un peu de veille et on fait un peu de recherche, de veille, après on teste. Des fois c'est aussi un peu de bouche à oreille avec des amis espagnols ou français qui partagent aussi des fois des lieux. Donc c'est un petit peu de tout en fait. Et après on partage que ce qu'on aime, ce qu'on a aimé en fait, ou ce qu'on trouve utile en tout cas pour nos lecteurs. Alors à Madrid, il y a une grande communauté française, communauté d'expatriés. Quels seraient les quartiers que vous conseillerez pour de futurs expatriés justement, ou certains qui hésiteraient à venir s'installer dans la capitale espagnole? En fait, il y a un critère numéro 1 pour les familles. Généralement, elles veulent inscrire leurs enfants au lycée français. Donc déjà, tout de suite, ça limite aussi en termes de périmètre, parce qu'il y a 4 lycées français, donc la majorité les 2 plus importants sont au nord de Madrid. Donc c'est vrai que c'est souvent là qu'on retrouve les Français, parce qu'ils vivent proches du lycée français. Après, il y a aussi, si vous n'allez pas au lycée français, il y a des très bonnes écoles espagnoles et anglophones partout dans Madrid. Donc après, vous pouvez vivre partout dans Madrid ou même dans les environs, un petit peu dans l'ouest aussi. À Pozuelo, Villanueva de la Cañada, il y a aussi des très bonnes écoles anglaises et françaises. Donc il y a aussi beaucoup d'étrangers, d'expats qui vivent là-bas. Eh bien, merci beaucoup Alice et Émilie d'avoir été avec nous dans Zone Europe. Donc, je rappelle votre blog Vive Madrid, on peut retrouver sur internet et sur Instagram. Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú. Hoy pasaste por mi lado. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Hijo de la luna. ¿Qué significa un año de amor? Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás. C'est l'heure de manger ici à Madrid. Alors quand on pense à la cuisine espagnole, on pense évidemment à la paella, au tapas, au jamón ou encore à la tortilla. Nous avons tout de suite rendez-vous avec Luis, le chef du restaurant La Barrutia y El Nueve. Il va nous présenter une recette. Zone Europe. Hola Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por estar. Merci d'être avec nous. Tu es le chef du restaurant La Barrutia à Madrid. Quel est l'esprit de ce lieu? ¿Cuál es el espíritu del lugar? Ce lieu, cette année, fête ses 140 ans. Donc, l'esprit, c'est de poursuivre fidèlement son histoire.
ce qui est un peu compliqué si on y pense. Gérer un lieu qui fonctionne bien depuis 140 ans peut devenir un fardeau. Avec mon expérience, j'essaie de faire une très bonne cuisine, qui passe très bien et qui ne soit pas trop chère. C'est un restaurant typique madrilène ici? C'est un classique, tout Madrid pratiquement le connaît. ¿Cuáles son las especificidades, las particularidades de la cocina madrileña? La cuisine madrilène, je dirais qu'elle n'existe pas. C'est plutôt une cuisine éclectique. Il faut savoir qu'à Madrid, il y a des gens qui viennent de toutes les régions d'Espagne et même de l'étranger. Donc la cuisine de base n'est pas très simple. Il y a le fromage cuit, les sandwichs au calamar et les tripes à la madrilène, mais pas grand-chose d'autre. Il y a une particularité dans la cuisine madrilène, c'est que l'on partage tous les plats. Cet esprit de partage, il reflète la cuisine espagnole. Clairement. Ici, vous pourrez retrouver le meilleur de tout notre territoire et aussi beaucoup de l'Amérique du Sud, puisqu'il y a une grande influence espagnole là-bas et de eux ici. Vous pourrez retrouver des influences péruviennes, colombiennes et aussi portugaises ou brésiliennes, françaises aussi bien sûr. La cuisine française, tu sais bien qu'elle a dominé le monde pendant des années et encore aujourd'hui. Donc nous allons cuisiner maintenant pour faire une recette. Qu'allons-nous faire avec toi? Aujourd'hui, nous allons faire une recette dans laquelle se mélangent beaucoup d'ingrédients. Elle s'appelle salmorejo, avec une vinaigrette de crevettes et du rhum cubain. C'est un plat andalou classique, avec une vinaigrette qui nous vient du Pays Basque et un rhum de la Havane. Entonces, vamos a ver. Allez, maintenant, on passe en cuisine. Le salmorejo traditionnel se fait avec une bonne tomate, comme cette tomate rouge, du pain, de l'eau, de l'huile d'olive extra vierge, de l'ail et du vinaigre de Jerez. La première étape. Ensuite, on prend la mie de pain. Si possible, on prend du pain qui date de la veille. On met ça dans un bol et on mélange avec un petit peu d'eau. Ensuite, on prend une gousse d'ail. Il faut enlever le germe car sinon, ça peut te faire mal à l'estomac. Voilà. Voilà. Le sel. Le vinaigre. Et maintenant, notre tradition, c'est de l'écraser avec les mains. Ça y est. Et maintenant, il ne reste plus qu'à terminer avec le robot. Bon, maintenant, nous allons préparer la vinaigrette, sur laquelle nous allons verser le salmorejo. Nous avons cuisiné des langoustines que nous avons épluchées et coupées. Nous allons les mélanger avec les oignons blancs et les tomates que nous avons aussi assaisonnés. On va tout mélanger. Un peu de vinaigre, du vinaigre de Jerez. Un peu de sel. De l'huile d'olive. Un peu de rhum. On mélange tout. Et ça y est, c'est prêt. Maintenant, on va verser la base.
Le petit truc de ce plat, c'est que l'on n'a pas besoin de le bouger. Tu le manges avec ta cuillère de bas en haut. En profitant de cette saveur fraîche du salmorejo, tu auras dans la bouche les oignons, les langoustines, les tomates. Ce n'est pas seulement une recette de saveur, mais aussi de texture. La texture est fondamentale, cela va te donner de la joie. Et c'est ce que nous avons besoin en ce moment. Et maintenant, on peut passer à la dégustation. Zone Europe, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site internet et sur notre application Radio Sensation et aussi sur TV78. Bon week-end et à la semaine prochaine. Zone Europe sur Sensation.